Merci pour cette présentation. Je pense que ma contribution sera beaucoup plus modeste à celle qui m'a précédé, disons, parce que comme vous venez de l'entendre, je ne suis pas forcément spécialiste de la pensée de Jacques Rancière, je l'ai découvert un peu par la bande, mais je me suis essayé à cet exercice. Et donc, au moment d'envoyer ma proposition aux organisatrices et organisateurs de ce colloque, j'avais indiqué, comme vous venez de l'entendre, un titre suffisamment vague, quelques réflexions à partir de la politique d'émancipation de Jacques Rancière, pour qu'il laisse son contenu, disons, largement indéterminé. Donc je commencerai par préciser le propos de mon intervention. Et donc sous l'angle de l'émancipation, il m'avait semblé intéressant, en partant de la réflexion de Jacques Rancière, de comprendre premièrement comment cette partie du peuple qu'il nomme les sans-parts, c'est-à-dire celles et ceux qui, tout en appartenant à la communauté, en sont en même temps exclus, ce qui vient d'être un peu expliqué, émerge et apparaît en remettant en cause la hiérarchie des partages établis, essentiellement celui entre ceux qui ont un titre à gouverner et ceux qui, par l'absence de titre, doivent être gouvernés. Et deuxième question qui me semblait intéressante, quels effets ce moment de rupture, par essence momentanée, de la logique de domination, peut-il avoir sur l'ordre social existant? Autrement dit, dans quelle mesure l'émancipation, qui pour Rancière repose sur la vérification de l'égalité dans les actes, peut-elle s'instituer et donc se maintenir finalement dans le monde social? Alors, en adressant ces deux questions qui me semblent indissociables, disons, d'une réflexion sur ce que peut être une politique démocratique comprise comme politique d'émancipation, je me suis rapidement rendu compte que la perspective de Rancière n'y apportait, à vrai dire, pas de véritable réponse, mais au contraire se heurtait à autant de problèmes. Donc c'est l'identification de ces deux problèmes chez Rancière, à savoir l'absence, disons, de conditions expliquant l'émergence d'un sujet politique et l'apparente impossibilité d'ancrer et d'instituer l'égalité dans la société, que j'avais imaginé consacrer mon propos. Mais ça ouvrait déjà là, en même temps, disons, un champ d'investigation beaucoup trop vaste, compte tenu du temps qui m'est imparti. Donc, j'ai arbitrairement choisi de m'intéresser qu'au second problème, donc la position de Rancière, finalement, face à la possibilité ou non d'instituer l'émancipation, ce qui tombe bien, puisque c'est d'ailleurs le titre que porte un peu ce panel. Donc, pour en rendre compte, je commencerai de façon assez descriptive par rappeler, disons, quelques éléments qui structurent la pensée de Rancière, avant de voir finalement quels effets peut avoir la politique au sens où il l'entend. Bon, tout d'abord, le travail de Rancière s'inscrit contre une certaine tradition de la philosophie politique et au-delà contre une tradition des sciences humaines qui tend à identifier la politique à la simple lutte du pouvoir, la simple lutte pour le pouvoir et à son exercice. Et donc face à cela, Rancière rétorque à l'aide de deux contre-principes fondamentaux. Il nous dit « La politique n'est pas l'art de diriger les communautés, elle est une forme dissensuelle de l'agir humain, une exception aux règles selon lesquelles s'opère le rassemblement et le commandement des groupes humains. Donc la démocratie n'est ni une forme de gouvernement, ni un style de vie sociale, elle est le mode de subjectivation par lequel existent des sujets politiques. » Donc en fait, ce qui est habituellement désigné sous le nom de politique, c'est-à-dire l'organisation, disons, de la communauté, Rancière propose de l'appeler police, qu'il définit comme, je le cite encore, l'ensemble des processus par lesquels s'opère l'agrégation et le consentement des collectivités, l'organisation des pouvoirs, la distribution des places et des fonctions et les systèmes de légitimation de cette distribution. Donc la logique policière ne se confond donc pas simplement avec le pouvoir, mais renvoie de manière, disons, plus générale à une certaine configuration symbolique du social, ce que Rancière nomme par ailleurs partage du sensible, c'est-à-dire un système d'évidence sensible qui donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui définissent les places et les parts respectives. Donc la police, si on veut, c'est l'ordre qui ordonne les corps en les mettant en adéquation avec un mode d'être et de faire particulier, qui fait que tel corps, finalement, est assigné à telle place et à telle fonction, selon son nom. Femme, ouvrier, tout le monde se représente a priori, disons,
de qui il s'agit, ou voit de qui il s'agit. Et donc, cette police fait en sorte que telle activité est visible ou invisible, que telle parole est audible ou au contraire s'apparente à du simple bruit. Et donc en définissant des compétences et des incompétences propres à certaines occupations et à certains lieux, cette constitution symbolique du social détermine à la fois qui a part au commun et qui en est exclu. Donc en somme, qui a le droit de décider des affaires communes et qui n'en a pas le droit. Et donc cette police assure en même temps la légitimité même à ce partage. Une légitimité qui s'est toujours fondée sur deux modes essentiels, à savoir celui de la filiation et celui de la richesse. Donc à cet ordre de la domination, qui se présente volontiers comme naturel, Rancière oppose un autre processus qu'il appelle politique. Je le cite, la politique, c'est l'activité antagonique à la première, donc à la police, c'est celle qui rompt la configuration sensible où se définissent les partis et les parts ou leur absence par une présupposition qui n'y a par définition pas de place, celle d'une part des sans-parts. Donc la politique, c'est ce processus par lequel des catégories exclues de la communauté font irruption en son sein en contestant la distribution hiérarchique des places et des fonctions au nom de l'égalité, seul universel politique qui soit pour Rancière. Ce faisant, ces catégories exclues, en fait, dévoilent au grand jour le tort qui leur est fait. Et le tort, c'est précisément le conflit qui porte sur la capacité de l'être parlant en général et la capacité politique. Et donc, pour que ce tort ou ce conflit, disons, puisse se faire voir, il lui faut une condition, et cette condition, c'est une mise en acte, une démonstration de la vérité dernière sur laquelle repose tout ordre social, à savoir l'universalité du logos, de la parole, soit, en dernière instance, la capacité égale de n'importe quel être parlant, avec n'importe quel autre, de dire sa propre rationalité. Alors, on rappelle que pour Rancière, le fondement même de la politique, c'est précisément son absence, qui signifie la pure contingence de tout ordre social. Donc le fondement politique est à proprement parler anarché, absence de tout principe, de tout fondement. Et donc l'ordre qui définit que les uns commandent et que les autres obéissent est toujours second, puisqu'en effet, il lui faut déjà une explication pour exister. Explication qui fonde précisément l'inégalité. Puisque si cet ordre se fondait réellement sur un quelconque principe, de nature ou de convention, alors il n'aurait pas besoin d'être expliqué. Donc le geste explicatif qui commande l'obéissance présuppose la compréhension de l'injonction par celui à qui l'on s'adresse. Donc pour comprendre cette injonction et lui obéir, nous dit Rancière, il faut déjà être l'égal de celui qui vous commande. Donc chez Rancière, l'égalité des êtres parlants est ontologique, elle se déduit de l'inégalité sans laquelle il ne saurait y avoir d'égalité. Et donc la politique Rancière consiste à faire reconnaître cette réalité ontologique qu'est l'égalité à la logique de la police. Mais encore, pour que cette politique existe, il faut un point de rencontre entre les deux logiques, entre celle de la police et celle de l'égalité. Et cette rencontre donne lieu à une scène polémique sur laquelle précisément l'égalité pourra être démontrée. Alors cette rencontre, elle s'effectue à partir d'un processus de subjectivation qui fonctionne, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme une mise à distance de l'identité dans laquelle la supposée naturalité de l'ordre social classe et range les individus. Donc la subjectivation consiste chez Rancière à transformer ce qui jusque-là était finalement un simple rapport de domination ou un simple rapport de force en un rapport de raison, c'est-à-dire à faire reconnaître par la démonstration de l'égale capacité de n'importe qui à expliquer sa propre rationalité, l'existence même d'un commun et son appartenance à celui-ci. Et donc ce processus de vérification de l'égalité, qui passe par une subjectivation, Rancière lui donne le nom justement d'émancipation. Donc, une fois que j'ai posé ces quelques éléments, on peut ici s'interroger sur les effets que cette démonstration de l'égalité des intelligences est susceptible de produire.
Alors pour répondre à cela, le plus simple, je crois, c'est de partir d'un des exemples historiques sur lesquels s'appuie Rancière, soit ces ouvriers tailleurs parisiens qui en 1833 se sont mis en grève parce que les maîtres tailleurs refusaient d'accéder à leurs revendications qui concernaient une révision des tarifs, qui concernaient le temps et les conditions de travail. Et donc, en prenant appui en fait sur l'égalité juridico-politique qui est inscrite dans la charte de 1830, les ouvriers vont mettre en évidence la contradiction entre le traitement inégalitaire qu'ils subissent et l'égalité proclamée. En effet, leurs revendications se fondent à leurs yeux sur des raisons valables. Or, ces raisons, les maîtres ne veulent ni les entendre, ni les vérifier. Ce qui contredit, en somme, l'égalité inscrite dans la charte. Et donc la grève se constitue, si on suit Rancière, comme un système de raison qui vise à démontrer par des actes cette inscription égalitaire. Alors ces actes, ils consistent en quoi pour les ouvriers? Ils consistent notamment à construire un raisonnement capable de s'opposer aux arguments des maîtres, ou encore à gérer eux-mêmes un atelier de production. Donc par cette série d'actes, les ouvriers établissent un nouveau rapport avec les maîtres qui ne relève plus d'un simple rapport de dépendance économique, mais d'un rapport d'égalité. Et donc cette démonstration par laquelle les ouvriers manifestent leur égale capacité face aux maîtres déplace et reconfigure finalement le partage du sensible en faisant voir précisément là où il n'y avait absolument rien à voir. Puisque jusqu'à l'apparition de cette scène polémique, donc qui prend la forme d'une certaine pratique de la grève, l'atelier appartenait à l'espace privé et à sa distribution hiérarchique des places et des fonctions, qui veut que la fonction sociale de l'ouvrier ne soit que celle d'une pure exécution d'un travail en échange d'un salaire. Or, la démonstration de l'égalité vient redécouper les espaces établis et défaire les compétences associées à cette fonction en instaurant un nouveau rapport qui a pour conséquence d'engendrer, nous y Rancière, un social de l'égalité. Alors, à suivre l'exemple que je viens de donner, on pourrait croire que ce social de l'égalité, finalement, dont parle Rancière, serait la réalisation d'une certaine manière de l'égalité au sein de la communauté, qui pourrait prendre la forme, par exemple, de l'autogestion. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à cet exemple succède immédiatement une affirmation de Rancière qui paraît pour le moins, disons, déroutante, puisqu'il nous dit « Peut-être n'est-il pas nécessaire, en effet, que les travailleurs, pour être égaux, possèdent leur usine et la fassent marcher eux-mêmes, il suffit peut-être qu'ils montrent à l'occasion qu'ils peuvent le faire. » Donc en somme, ce que nous dit Rancière, c'est que la politique, finalement, devrait se limiter à une simple action symbolique qui, par son incursion dans l'ordre social, à la limite adoucira les rapports sociaux de production. Il donne l'exemple, les ouvriers pourront dorénavant lire le journal à l'atelier, des règles de politesse pourront être instaurées entre eux et les maîtres. Et donc c'est précisément ça que Rancière entend par social de l'égalité. Au mieux, on pourrait dire qu'elle procurera, disons, certains droits sociaux, mais en aucun cas, cette égalité ne devrait se réaliser, c'est-à-dire prendre une forme instituée et donc s'inscrire durablement au sein de la société. Et donc là, il me semble qu'on touche un point vraiment névralgique du dispositif de Rancière, sur lequel je vais m'arrêter juste un instant. Donc ce dernier pose en effet comme principe à la fois une hétérogénéité entre la logique politique et la logique policière, en même temps qu'un lien indissoluble entre elles. Ce qui signifie non seulement que la politique, dont le seul universel est l'égalité, sera toujours extérieure et irréductible à la police, mais que la politique aura également toujours besoin de la police pour se faire reconnaître comme telle. Et si Rancière maintient une stricte séparation entre la logique politique et la logique policière, c'est en vertu en fait d'un principe assez simple, c'est l'incommensurabilité de l'égalité des êtres parlants, c'est-à-dire l'impossibilité finalement de mesurer cette égalité à l'aune d'un quelconque principe. Et donc cette impossibilité de la mesure rend tout simplement impossible sa réalisation et son inscription dans la société, puisque cela supposerait finalement
qu'on se retrouverait dans une société totalement homogène et transparente à elle-même, une société qui aurait réussi à expulser le conflit même sur lequel elle existe, à savoir qui décide et qui obéit. C'est pourquoi toute tentative d'incorporation de la politique au social ne peut mener en dernière instance qu'à la reconduction de l'ordre policier. Alors de ces considérations, on peut tirer la conclusion, comme le fait Rancière, il me semble, qu'aucune forme d'organisation, c'est-à-dire une certaine distribution des places et des fonctions au sein de la communauté, ne saurait avoir pour principe l'égalité. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Il nous reste encore 6 minutes. Autant que ça. Non, de 46 à 51 Ça y est. Non, mais de toute manière, j'en arrive en fait un peu à ma conclusion. Il me semble en effet que cette volonté qui relève, disons, de l'ordre de l'obstination chez Rancière, de préserver à tout prix une certaine pureté de la politique, telle qu'il l'entend, face au social, ne soit trop cher payée. Puisqu'elle suppose en effet cette distinction d'évacuer finalement la question du pouvoir et de sa réorganisation. Mais la question que je pose et que je me pose, est-ce qu'une politique émancipatrice peut-elle vraiment se passer d'une organisation du pouvoir? Et d'une certaine façon, d'ailleurs, Rancière reconnaît lui-même cette nécessité lorsqu'il affirme qu'il y a de la moins bonne et de la meilleure police, ou encore qu'une police peut être infiniment préférable à une autre. Alors théoriquement, peut-être la différence peut paraître mince, mais dans la réalité sociale, en revanche, cette différence me paraît effectivement importante, et peut-être faudrait-il commencer par inventer ou réinventer, sur une présupposition égalitaire, de nouvelles formes, y compris institutionnelles, de cette distribution des places et des fonctions. On peut penser par exemple au tirage au sort. Cela dit, si la perspective de Rancière me semble incapable de penser véritablement une politique de l'émancipation, ces remarques n'enlèvent en rien la pertinence de son propos, puisque d'une part, toute communauté prend consistance sur un mode conflictuel, ainsi l'égalité ne saurait être instituée une fois pour toutes, elle n'est jamais une forme achevée, elle doit sans cesse, disons, être réaffirmée et réactualisée dans des actes, ce qui ne nous empêche pas, me semble-t-il, d'imaginer des formes instituées qui sachent prendre en charge précisément ce conflit. Et d'autre part, le propos de Rancière nous indique aussi des pistes quant à la direction que devrait prendre une politique émancipatrice, lorsqu'il affirme notamment que le travail essentiel de la politique est la configuration de son propre espace, ce qui signifie qu'elle doit se rendre capable donc d'investir des espaces qui se situent à la fois en dehors de la logique étatique et contre elle, en sachant que cette logique précisément étatique n'est rien d'autre que celle de l'oligarchie, qui consiste à une seule chose, à nier la politique, c'est-à-dire à nier la capacité de n'importe qui à participer aux affaires communes. Voilà. Je vous remercie.